Crash, le 3e épisode de notre enquête sur les dérives et les abus qui ont mené à la crise économique mondiale. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on commence à poser les vraies questions et que les principaux acteurs doivent rendre des comptes. Dans cet épisode, le prix à payer. Les pertes d'emplois se multiplient partout sur la planète, autant chez les ouvriers syndiqués canadiens... J'aurais jamais pensé qu'une compagnie comme General Motors allait faire faillite. Jamais. ...que chez les travailleurs immigrants à Dubaï. Qui se retrouvent vraiment dans un no man's land, sans argent, sans recours et sans visa, donc sans le droit vraiment d'être là. Pendant qu'en France, des travailleurs passent à l'action. Il n'y aura pas à l'abattoir sans se défendre. C'est clair et net. Crash, les dessous de la crise économique mondiale. L'effondrement économique de 2008 a entraîné la perte de 30 millions d'emplois. Dans les années qui ont suivi, d'importantes manifestations ont secoué plusieurs régions du monde. Dans certains pays, les affrontements dans les rues ont été bruyants, sans toutefois ébranler les gouvernements et les grandes entreprises. Alors que dans d'autres, la lutte a pris des proportions plus graves, laissant derrière elle de profondes cicatrices. Au cœur de cette épreuve de force, la France, là où les travailleurs ont l'habitude de monter aux barricades. En mars 2009, dans la tourmente de la crise économique, la compagnie de pneus Continental annonce la fermeture de son usine de Clairoy. Le résultat de cette décision, la perte de 1120 emplois. Pourtant, l'usine dégage des profits. Mais pour le directeur de Continental à Clairoy, Louis Forzy, les travailleurs ne sont tout simplement pas aussi motivés ou productifs qu'ils devraient l'être. Selon moi, et c'est les chiffres qui le montrent, nos résultats sont inférieurs à ceux des autres usines. Les salariés de Continental traitent Forzy de voleur et de menteur. Nous demandons de voter aux gens. Êtes-vous d'accord pour ces revendications? Ils se réunissent dans l'usine même pour organiser une manifestation. J'ai supprimé ma vie de famille pour Continental. C'est honteux. Forzy se présente à l'Assemblée. Il veut bien se montrer patient et tolérant jusqu'à ce qu'il reçoive un œuf sur la tête. Il prend alors conscience qu'il a peut-être sous-estimé la situation et il opère un repli stratégique avec ses troupes. Du jour au lendemain, on annonce la fermeture comme ça. Il y a eu une colère aussi, là. Je pense aussi qu'il était au courant depuis longtemps qu'il allait y avoir une fermeture du site. Chauffés à bloc, les syndiqués envahissent les bureaux municipaux. Le bureau du sous-préfet, c'est où? Ouais, vous êtes avec nous, vous êtes avec les Conti, madame, là, quand même. Les gars, on n'est pas venus ici pour rigoler. On n'est plus des moutons, on est des lions. Lorsque le leader syndical, Xavier Mathieu, apprend qu'un juge refuse de leur accorder une injonction contre la fermeture, il saccage les bureaux avec les autres syndiqués. Il n'y aura pas à l'abattoir sans se défendre. C'est clair et net. Le désespoir des gens qui sont foutus dehors. C'est pas de la cruauté, ça? C'est pas de la violence? Si, c'est de la violence. Il n'y a pas que la violence physique dans la vie. Il y a la violence morale aussi. Moi, je suis fier de ce que les mecs ils ont fait aujourd'hui. Et n'attendez pas. La colère des salariés se propage dans tout le pays et devient de plus en plus menaçante. Les affrontements s'intensifient. À Grenoble, l'entreprise Caterpillar annonce que malgré des profits records, elle va supprimer 20 000 emplois dans le monde, dont plus de 700 ici en France.
La crise mondiale l'oblige à ralentir sa production de bulldozers. Le 2 mars, les salariés encerclent l'usine. Ils ont dit qu'ils descendaient toutes les heures pour nous informer de l'avancement de ces négociations. Ils suivent les instructions du chef syndical, Pierre Picaretta. Comme son père, il a travaillé toute sa vie pour Caterpillar. On est des humains et on n'accepte pas, là, tête baissée, cette économie qui nous fait souffrir. Donc on ne pouvait pas accepter comme ça le fait d'annoncer des bénéfices records et de licencier les personnes. Oh, venez les gars, vous faites quoi là? 3 semaines de négociations n'aboutissent à rien. Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Ouais! On veut une solution! Furieux, les salariés envahissent les bureaux de la direction et décident de séquestrer les dirigeants. Le premier chef syndical arrivé sur les lieux est Nicolas Benoît. Ce coup-là, les patrons ne sont pas partis, donc on les a obligés à venir à la table des négociations pour discuter. Ils ont refusé, donc les salariés ont dit tant que vous ne reprenez pas des négociations qui sont des négociations sérieuses, vous restez là. Et là, vous êtes séquestré ou pas? Nicolas Polutnik est le patron de l'usine et un des cadres séquestrés. Au départ, il refuse de poursuivre toute discussion avec le syndicat. Faut pas nous prendre pour des putes. Alors messieurs, vous voulez reprendre les négociations? La séquestration des patrons de Caterpillar rend la situation de plus en plus dangereuse. La police n'intervient pas immédiatement et les chefs syndicaux tentent de garder le contrôle de la situation. On est fait de panique, s'il vous plaît. Bon les gars, on dort ici, hein. On informe les médias que les patrons resteront à l'usine toute la nuit. Les dirigeants séquestrés tentent de dormir un peu dans leur bureau, mais les salariés en colère ne leur laissent aucun répit. Debout! La nouvelle de la séquestration chez Caterpillar fait le tour du monde. Après le kidnapping, on parle de boss-napping. In the French Alps, at the U.S. tractor company Caterpillar, where managers were locked in and stripped of their speakerphone. Boss-napped all night. La réaction extrême du monde ouvrier est un désastre pour l'image de la France. Le président Nicolas Sarkozy n'hésite pas à dénoncer les responsables à la télévision nationale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller séquestrer les gens? On est dans un état de droit. Je ne laisserai pas faire les choses comme ça. Dans un état de droit, la loi, elle doit être respectée. Loin des caméras, cependant, la ministre des Finances, Christine Lagarde, est critique de Caterpillar. La gestion maladroite de la compagnie américaine a aggravé la situation, dit-elle. Un problème fréquent avec les compagnies étrangères. On a souvent constaté dans des entreprises sous capitaux étrangers que le dialogue n'était pas aussi riche et aussi développé parce que le centre de décision est ailleurs. Après une nuit difficile, les dirigeants de Caterpillar acceptent de discuter de compensation pour les travailleurs licenciés. Je vais chercher une équipe, on va venir, on va les protéger. En retour de ces concessions, le syndicat laisse les patrons quitter l'usine. Mais leur sortie se fait sous haute tension. Pierre Picaretta crie victoire. Je pense que le message est passé et je crois que rapidement, dans les jours qui vont suivre, ça va lâcher fortement. Les dirigeants séquestrés de Caterpillar décident de ne pas parler de leur enlèvement. Mais bien des patrons français comprennent que ça pourrait leur arriver à eux aussi. On pourrait qu'avoir la réunion à 7h30. Est-ce que ça vous irait? Marcus Kiriou est directeur des ressources humaines chez Molex. La société américaine possède une usine de pièces automobiles à Villemur, près de Toulouse. Il vient annoncer la fermeture de l'usine. Furieux, les ouvriers s'en prennent à lui. Kiriou devient la cible de graffitis insultants et de menaces à sa vie.
Des menaces qui m'ont été envoyées par mail. Il y a des propos qui sont quand même de radicaux, où on parle d'exterminer des patrons comme Kériou. Et c'est un langage qui est radical, mais d'une façon qui m'a choqué. La fermeture serait une catastrophe pour Villemure, puisque Molex génère 25% de ses recettes fiscales. Élevons notre cœur. Même le curé Philippe Bachet s'implique. Il prie les fidèles de soutenir les travailleurs. Et tous ceux qui se sont mobilisés doivent continuer à l'être pour que notre ville ne devienne pas un désert industriel. Le 20 avril 2009, au matin, Marcus Kériou consulte une agence de sécurité pour savoir comment réagir en cas de séquestration. Ironiquement, cet après-midi-là, il sera séquestré par le leader syndical, Denis Paris. On a bien pour porter nos revendications et on veut 100 millions d'euros aussi pour préjudice. Et on lui a dit, écoutez, maintenant vous allez nous donner des explications et on va vous garder avec nous pour que vous nous donniez toutes les informations pourquoi vous avez fait ça. Après 1-2 heures, le site était rempli avec des journalistes. J'avais vraiment l'impression d'être comme un animal dans un zoo. Ils ont apporté des sandwichs. On nous a amené aussi des matelas, donc des matelas qui étaient absolument infects. Au niveau des sandwichs, je ne les ai pas touchés. La personne de la sécurité avec qui j'avais contact m'avait dit une fois sur deux, ils crachent dans les sandwichs, ne les touchez pas. Après 26 heures de captivité, Kériou et sa collègue Colline Colbock sont relâchés. Oui, je suis fatigué, soulagé de partir. Mais... Même à la sortie de l'usine, ils se sentent menacés. Lorsque je suis sorti, malgré les médias, il y a eu quand même cette agression physique. Vous voyez la personne qui m'a agressé, qui m'a fait mal. Et je souhaite à personne de passer par une situation comme ça. Molex accepte finalement de dédommager ses employés, mais ne revient pas sur sa décision de fermer l'usine. Ce qui ne fait qu'amplifier la colère envers Kériou. Il devra se déplacer entouré de gardes du corps pendant qu'il finalise l'entente. Kériou estime avoir été traité comme un singe dans un zoo, mais le leader syndical, Denis Paris, le menace de bien pire. Il n'est pas encore reparti, Kériou, s'il faut arriver à le séquestrer. Mais là, je parle de séquestration et le traiter comme un singe, on va y arriver. C'est fort possible que ça arrive aussi, d'ici la fin. Mais bon, il verra la différence du traitement qu'il a eu et du traitement qu'il va avoir. Pour la ministre des Finances, Christine Lagarde, le militantisme syndical en France est une question délicate. D'un côté, elle dénonce la violence et sait que les sociétés étrangères n'aiment pas ce climat tendu. Mais d'un autre, elle sait que ce sont les salariés qui paient le prix fort de la crise économique. Bon, les actionnaires vont s'en sortir. Les cours de bourse remontent. En revanche, ceux qui souffrent, ce sont évidemment les effectifs des entreprises, puisqu'il y a des menaces de restructuration, puisqu'il y a des licenciements, puisqu'il y a des gens qui perdent leur job. En France, ils sont nombreux à dire que les droits fondamentaux des travailleurs ont été bafoués par la crise économique et qu'ils doivent se défendre. Les événements nous invitent à prendre position et à soutenir les causes justes. Selon le père Bachet, les ouvriers français servent d'exemple au reste du monde en défendant leurs droits au travail. Ce sont des gens qui n'acceptent pas facilement ce qu'on leur propose, ce qu'on leur fait faire. Et donc ils se raidissent et ils défendent à la fois leurs droits, c'est normal. Ils essayent de défendre aussi leur travail. Et le travail, c'est aussi très important pour l'homme. L'homme a besoin de travailler. La crise a frappé partout, mais l'Islande résume à elle seule toutes les dérives à l'origine du crash.
La faillite brutale des banques du pays à l'automne 2008 a réduit à néant les retraites et les économies de la plupart des Islandais. Le pays croule sous une dette nationale évaluée à 200 000 $ par habitant. Furieux, les Islandais estiment que la cupidité des banquiers et les combines politiques ont accentué la crise. Plusieurs descendent dans la rue début 2009 pour exprimer leur colère. Ils encerclent le Parlement et appellent le peuple à les suivre. Je ne croyais pas qu'on puisse mobiliser le peuple. Mais chaque fois qu'une nouvelle scandaleuse faisait surface, elle ébranlait notre sens profond de la moralité. Les gens étaient tellement choqués qu'ils se sont mobilisés. La police de Reykjavik intervient pour protéger le Parlement. Inévitablement, des confrontations s'ensuivent. Rien de tel ne s'était jamais produit en Islande et d'un côté comme de l'autre, personne ne savait comment réagir. Le 21 janvier, le Premier ministre Geir Haarde devient la cible de cette colère. Des manifestants encerclent sa voiture et lancent des œufs et des déchets. L'incident le bouleverse d'autant plus qu'il vient d'avoir un sombre diagnostic de son médecin. When people were attacking my car, I had gotten the diagnosis the night before that I had cancer. J'avais appris la veille que je souffrais d'un cancer. This in my memory is very vivid. I can understand why people were angry. Je comprends la colère des gens, ceux qui ont perdu de l'argent, qui ont perdu leur emploi. There was a crisis. Personne ne s'attendait à une crise d'une telle proportion. Of enormous proportions. Le chanteur et poète islandais Hörður Torfason sera le chef de file des manifestants. Je disais aux manifestants qu'il ne fallait pas s'en prendre aux banquiers et aux policiers, qui ne faisaient que leur travail. C'est plus haut qu'il fallait viser, le gouvernement, les hommes politiques. Il ne fallait pas s'attaquer les uns aux autres. Torfason demande aux manifestants d'aller chez eux prendre des casseroles pour se faire entendre des politiciens. Les Islandais n'ont pas l'habitude de transgresser la loi. La manifestation avait une allure tribale, avec tous ces gens armés de casseroles et de tambours improvisés. Et il y avait tous ces feux autour du Parlement. C'était comme dans l'insoutenable légèreté de l'être. C'est tous ensemble que l'on a ressenti la joie d'obtenir ce que l'on réclamait. Le 23 janvier, à la télévision nationale, le Premier ministre Geir Haarde s'adresse à la nation. Il démissionne pour des raisons de santé. Son gouvernement de coalition tombe. Un nouveau gouvernement est élu et devra réparer les dégâts causés par les banquiers et les politiciens qui l'ont précédé. Steingrimur Sigfusson sera ministre des Finances. On a eu ici une énorme fête sur le thème néolibéralisme, privatisation. Et plus ou moins tout le monde y a participé. Eh bien, la fête est terminée. Il faut nettoyer et assumer la note. C'est ce qu'on fait maintenant. Malheureusement, les fêtards n'ont même pas réagi lorsqu'on leur a fait remarquer qu'il était 2 ou 3 heures du matin et qu'il était peut-être temps de rentrer se coucher.
Beaucoup d'Islandais ont le sentiment de vivre dans une société en ruine. Et la police de Reykjavik en voit les symptômes tous les soirs. Cette femme a appelé les secours. Dans un moment d'ivresse désespérée, son mari, dont elle est séparée, s'est introduit chez elle pour prendre son bébé. La police réussit à raisonner le chômeur qui se rend sans résister. L'agent Stefan Enerson explique que la police comprend les gens qui souffrent de la perte de leur emploi. We're just people like everybody else. We have mortgages and car payments we have to make. So we're in the same situation as everyone else. Quant à Birgitta Jonsdottir, leader des manifestants, elle a été élue au Parlement islandais. Je suis étonnée de me retrouver là. Et je suis très honorée qu'on me fasse confiance. Je veux simplement être la voix du peuple, celle des gens ordinaires. À cause de la crise, les jeunes Islandais devront assumer des hausses de taxes et des services sociaux réduits pendant des décennies afin de combler les dettes laissées par les banques du pays. Dans ce collège d'art de Reykjavik, les étudiants sont multilingues, bien éduqués et mobiles. On craint que la majorité d'entre eux fuient l'Islande pour s'expatrier. Korto Djabali fait partie de ceux qui veulent émigrer. À cause de la récession, maintenant, il n'y a plus vraiment de raison pour rester ici, quoi. Donc, la plupart des gens que moi je connais ont vraiment envie de partir. Order Torfason, lui, reste. Leader pendant les manifestations, il a repris sa carrière de chansonnier. Il sait que bon nombre de ses concitoyens sont démoralisés et que bien des jeunes veulent partir, mais il croit encore à un bel avenir pour l'Islande. Je comprends bien leur colère et leur frustration. Lorsqu'ils me parlent de quitter le pays, je leur demande « Mais pour aller où ?» Pour moi, partir, c'est une fuite. Ce n'est pas une solution. Il vaut mieux rester, retrousser ses manches et affronter la situation. J'ai beaucoup voyagé et j'ai même vécu à l'étranger, presque la moitié de ma vie. Il n'y a pas meilleur pays que le nôtre. Nous avons beaucoup de richesses. L'Islande fait maintenant face à une économie en ruine, mais au moins le pays jouit d'un filet social solide. La situation est bien plus difficile là où il n'y en a pas. Comme ici, dans cet État que l'on dit au bord de l'effondrement, la Californie. Trois mois après le crash, 1 million de maisons avaient déjà été saisies aux États-Unis, faisant sombrer de nombreuses familles de la classe moyenne dans la pauvreté. Des camps de fortune apparaissent alors partout aux États-Unis. Les sans-abri cherchent désespérément un endroit où passer la nuit. Ce camp-ci a été monté sur un terrain vague à Sacramento, la capitale de la Californie, l'État jadis considéré le plus riche du pays. Ces camps rappellent ceux de la Grande Dépression des années 30. On les appelait Hooverville, du nom du président américain de l'époque Herbert Hoover. À cette époque, les sans-abri campaient le long des berges de la rivière Sacramento, aux abords de la ville. Aujourd'hui encore, les sans-abri montent leurs tentes exactement au même endroit. Le site est dangereux car la rivière peut subitement déborder et inonder le camp.
Bill Deolas explique qu'ils ont tenté de camper dans des endroits plus sûrs à Sacramento sans succès. The camping law states that if you're inside the city limits, you cannot pitch a tent for more than 24 hours. You can't camp in one spot for more than 24 hours, even with written permission from the property owner. I'm 2 months homeless. This is all new to me. These guys lead me the way. La municipalité de Sacramento a rapidement ordonné le démantèlement de ces camps de fortune et a tout fait pour chasser les sans-abri de son territoire. Plusieurs ont été arrêtés ou mis à l'amende. La famille Harrelson de Sacramento est sans abri depuis des mois. Endettés, ils ont vendu leur maison et déménagé chez des parents, mais ça s'est mal passé. Ne pouvant se payer une voiture, ils se déplacent en vélo. Cruelle ironie pour un retraité de l'industrie automobile. J'ai été chez General Motors environ 30 ans. J'ai accepté une retraite anticipée, mais ça ne s'est pas passé aussi bien que prévu. La famille a campé quelques nuits près de la rivière Sacramento. Angelina n'a pas beaucoup aimé. Je déteste les insectes. Et je déteste la saleté. La nuit, il fait froid. Et j'imagine les moufettes ou les ratons laveurs rôdant dans la noirceur. Et ça me terrifie. Leur fils de 8 ans, Joseph, est inscrit à l'école Mustard Seed à Sacramento, un établissement réservé aux enfants sans abri. On joue, on déjeune, ensuite on écrit ou on dessine. L'après-midi, on étudie les mathématiques ou les sciences. On s'amuse. Il y a tellement de familles qui ont perdu leur maison durant la crise qu'il y a plus d'1 million d'enfants sans abri aux États-Unis. Cette école est financée par l'organisme de bienfaisance Loaves and Fishes. Il n'est pas rare, lors d'une première visite, qu'un enfant cache de la nourriture pendant son repas. Lorsque l'enseignant demande pourquoi, l'enfant répond que c'est pour sa mère qui a faim. Ce n'est pas normal que l'enfant cache de la nourriture pour la donner à sa mère. Parfois, il est en colère. Il nous demande pourquoi il ne vit pas dans une maison. Il veut avoir sa chambre. Ça me brise le cœur de ne pas pouvoir lui dire autre chose que « je suis désolée ». De plus en plus d'organismes offrent des repas et des vêtements aux itinérants, mais les besoins augmentent sans cesse. Plus de 2 ans après le début de la crise, le nombre de chômeurs et de sans-abri en Californie continue de croître. Pour assombrir encore plus le tableau, 300 000 de ces sans-abri sont des vétérans de l'armée, la plupart vivant dans la région de Los Angeles. Beaucoup souffrent de stress post-traumatique et d'autres troubles psychologiques. Récemment, un d'entre eux a grimpé dans une benne à ordures à Santa Monica et s'est immolé. La prison du comté de Los Angeles accueille le plus grand nombre de personnes souffrant de maladies mentales au pays. Le gouvernement ne peut tout simplement ni les loger ailleurs, ni les soigner. Please welcome the 38th governor of the state of California, Arnold Schwarzenegger. Et les compressions budgétaires annoncées par le gouverneur de l'époque, Arnold Schwarzenegger, ont aggravé la situation. Malgré tout, il demeure optimiste. The power of California's innovators and entrepreneurs is still strong. We are still the shining city on the hill. I don't consider it by any means a failed state. Ses nombreux critiques lui reprochent de transformer la Californie en terrain vague, comme ceux de ses films Terminator. Il pense autrement. When I was doing movies, I enjoyed
destroying everything. I mean, I love blowing up buildings and love destroying cars and wiping out people and all those kind of things. So by the time the landscape was there, it was just everything was burning and everything was a wreck. But now when you turn on the news, you see the same thing when they talk about the economy. But the reality of it is it's not that bad. It is bad. We did go down with the economy, but we're going to be okay in California. Ce débat prend parfois l'allure d'une querelle de famille, car le gouverneur républicain est marié à Maria Shriver, dont la famille a longtemps été associée au Parti démocrate. Son beau-frère, Bobby Shriver, est maire de Santa Monica. Selon lui, la Californie est un État au bord de l'effondrement. La façon optimiste de voir les choses, c'est d'accepter que l'État est défaillant et qu'il faut prendre des mesures radicales. Ce n'est pas optimiste de dire que tout va s'arranger. C'est faux. La situation pourrait encore empirer. Disons que vous êtes une personne âgée en perte d'autonomie. La préposée qui vient chez vous préparer vos repas et faire votre toilette perd son emploi. Alors vous déménagez dans un foyer pour faire épargner 15 $ par jour à l'État. En Californie, ici où vivent les personnes les plus créatives du pays, c'est certainement un échec. Plusieurs croient que le Canada a été plutôt épargné par la crise mondiale. Les habitants de Windsor, eux, pensent autrement. Printemps 2010, Windsor, Ontario. Des résidents viennent à un pique-nique pour dire adieu à General Motors. Un moment doux amer, car en fermant sa dernière usine à Windsor, la compagnie met fin à 90 ans de présence ici. Les derniers 600 ouvriers vont perdre leur emploi et rejoindre les légions de salariés de par le monde frappés par la crise. L'industrie automobile est l'une des plus durement touchées. À la belle époque, GM employait 2800 salariés à Windsor. Mais aujourd'hui, la compagnie n'a plus assez de contrats. L'usine va fermer dans quelques jours. Raymond Simard a un bon souvenir de ses premiers jours de travail ici, il y a maintenant 30 ans. J'ai commencé en 81, puis j'étais très content. General Motors, c'est la compagnie la plus grosse au monde. Moi, personnellement, c'était fantastique. J'avais un job, ça payait, je pouvais commencer ma famille. C'était bien dans ce temps-là. La plupart de ces ouvriers sont entrés chez GM jeunes, suivant les traces de leur père et de leur grand-père. Plusieurs pensaient avoir un emploi à vie et ne savaient pas faire autre chose. Ils sont consternés d'apprendre en mai 2008 que GM ferme définitivement l'usine. C'était pas des bonnes nouvelles. Quand tu perds ta job, c'est pas des bonnes nouvelles. C'est triste parce qu'on ferme puis on laisse rien pour nos enfants. Et moi, là, j'ai fini, j'en laisse pas pour les autres. C'est triste, c'est vraiment triste. Au pire de la crise économique, tout portait à croire que General Motors ne serait pas le seul constructeur automobile à tomber. On a craint un moment que Chrysler ferme ses portes. L'usine de mini-fourgonnettes à Windsor emploie 4600 ouvriers. Les dirigeants du gouvernement fédéral et provincial sont convoqués à une réunion d'urgence au siège de Chrysler à Détroit. La ministre du Développement économique de l'Ontario, Sandra Pupatello, originaire de Windsor, est présente. On s'est assis et ils nous ont expliqué la situation. Ça faisait vraiment peur à entendre. Je suis née à Windsor, j'y ai grandi. On a l'industrie automobile dans le sang.
Jamais je n'aurais pu imaginer qu'un jour, tout cela pouvait s'effondrer. Puisque le pire semble désormais possible, les dirigeants des 3 grands de l'automobile vont à Washington solliciter une importante aide gouvernementale. Mais ils provoquent l'indignation des politiciens et des ouvriers en arrivant à grands frais à bord de leur jet privé. Quand tu penses, tu t'en vas te demander pour des millions de dollars pour t'aider à ta business, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu penses? Washington débloque d'importantes sommes pour sauver l'industrie. Ottawa fait de même. Le ministre canadien des Finances, Jim Flaherty, est député d'Oshawa, une autre ville qui dépend du secteur automobile. Il explique que beaucoup d'emplois sont menacés bien au-delà des 3 géants de l'automobile. Le grand défi, c'était de décider si on gardait notre industrie automobile. Nous avons ici 3 des plus grandes compagnies de pièces automobiles du monde. Si Chrysler ou GM décident de recentrer leurs activités aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, nous perdrons les compagnies de pièces automobiles parce qu'elles suivront. Lorsqu'on annonce la fermeture d'une autre usine à Windsor, les ouvriers décident de s'y opposer. L'usine de la compagnie Aradco fabrique des pièces métalliques pour Chrysler. Un lundi soir de mars 2009, on avise les ouvriers par téléphone de rester chez eux. Le propriétaire américain ferme l'usine. Les ouvriers d'Aradco découvrent alors que les dirigeants tentent de vendre l'équipement pour ensuite se sauver sans payer de compensation. Certains travaillent ici depuis des décennies. Ils auraient dû toucher 30 ou 40 000 $. Ils bloquent l'accès aux camions venus vider l'usine. Et puisque la direction refuse toujours de négocier, les salariés occupent les lieux. Parmi les syndiqués montés sur le toit se trouvait le chef syndical, Jerry Farnham. Plusieurs travailleurs ont décidé d'occuper l'usine. Ils n'ont pas d'autre moyen pour essayer d'obtenir l'argent qu'on leur doit. L'affrontement se déplace ensuite dans un hôtel du centre-ville où la compagnie mère d'Aradco tente de vendre l'équipement de l'usine aux enchères. Les syndiqués réussissent à empêcher la vente. Mais la tension est à son comble. Jusqu'à ce que la police intervienne. I assure you and I guarantee you that there will be no auction today. That's my promise. Et voilà qu'on apprend que les propriétaires américains de cette usine sont déjà poursuivis en justice. Aradco appartient à la société californienne Catalina. Sur le site Internet de la compagnie qui n'existe plus, on apprend que le PDG est Gregory Willis. Ce document du Michigan montre que les propriétaires de Catalina ont dissous officiellement la compagnie quelques semaines avant de fermer l'usine. Ils avaient utilisé le même stratagème en 2006 en France. L'usine avait été fermée, les salariés l'avaient occupée. Mais en France, les propriétaires ont été poursuivis et condamnés pour infraction à la loi. À Windsor, le syndicaliste Jerry Farnham dit qu'il y a des lois semblables au Canada, mais qu'elles ne sont pas appliquées. Notre gouvernement n'a pas les couilles d'exiger ce qui revient de droit aux travailleurs. Ça me met vraiment en colère, parce que les lois existent, mais le gouvernement ne les fait pas respecter. Finalement, c'est Chrysler qui paiera environ un quart de ce qu'on doit aux ouvriers, ce qui met fin à l'occupation de l'usine. Mais seuls quelques-uns d'entre eux pourront retrouver un emploi dans l'industrie.
Pour Raymond Simard, 49 ans, retraité malgré lui de la GM, l'avenir paraît bien sombre. Il sait qu'il a peu de chances d'avoir une nouvelle carrière dans un secteur aussi payant que celui de l'automobile. Mais il s'inquiète davantage pour l'avenir de sa ville. La population de Windsor, on était au-dessus de 200, 220 000. Là, ça a baissé, là. Ça a baissé, puis ça va continuer à baisser pour un petit bout, là, parce que les usines, ça ferme, les petites shops, ça ferme partout. Ça a beaucoup d'enseignes que tu vois là, out of business, for sale, for lease. Ça, tu entends tout le temps ça, les familles, ils vendent leur maison, puis ils s'en vont chercher de l'ouvrage hors de Windsor. Mais les conséquences de la crise seront encore plus dévastatrices là où la bulle immobilière a gonflé le plus, comme en Espagne ou à Dubaï. Partout dans le monde, les plus vulnérables dans cette crise sont les travailleurs. Même en Espagne, pourtant surnommé le miracle européen durant le boom. Plus maintenant. 6 heures du matin sur la Plaza Ellíptica à Madrid. Des travailleurs immigrés font la queue en espérant être embauchés pour la journée par les petits entrepreneurs qui se présentent. Avec un taux de chômage à 20%, ils ont été les premiers à perdre leur emploi. Le gouvernement espagnol leur a offert de payer le billet de retour dans leur pays. Peu ont accepté l'offre. Suleiman du Mali espère que la situation va s'améliorer. Mais pour l'instant, il n'en voit aucun signe. À Dubaï, l'effondrement de l'immobilier est une véritable catastrophe pour ces légions d'ouvriers venus de l'Inde, du Pakistan ou du sud de l'Asie. Ils gagnent en moyenne 3 $ par jour. Plusieurs ont perdu leur emploi et d'autres n'ont pas été payés depuis des mois. Il y avait jusqu'à 200 000 ouvriers à Dubaï. Pour venir travailler ici, il faut passer par un intermédiaire dans son pays, que ce soit dans une ville du Bangladesh ou à Karachi, et le payer pour acheter un visa. En fait, la première année, vous ne travaillez que pour rembourser vos droits de visa. Alors imaginez quand ces hommes ne sont pas payés pendant 2 ou 3 mois. Certains ont tenté d'obtenir l'argent dû en faisant la grève, mais les autorités de Dubaï les ont expulsés de force du pays. D'autres se demandent ce qui est pire, rester à Dubaï en espérant être payé ou rentrer au pays et faire face aux prêteurs usuriers. Ils se retrouvent vraiment dans un no man's land, sans argent, sans recours et sans visa, donc sans le droit vraiment d'être là. Et donc, c'est là qu'ils se retrouvent finalement, certains dans un désarroi total. En fin de compte, ces ouvriers sont parmi les plus grands perdants de la crise. Pendant que le bilan social et économique de la crise continue de s'aggraver, des gouvernements enquêtent pour trouver les vraies causes du crash. Et parfois, ce qu'ils découvrent est tout simplement criminel. Dans le prochain épisode de Crash, des lendemains amers. Un chèque qui refuse de voir la réalité. C'était Néron en train de regarder les Roms brûlés, vous savez. Le roi de Wall Street qui est accusé de fraude. Nous ne pouvons pas, dans la finance, vendre des produits que nous savons sciemment être dangereux. Le laisser-faire, c'est fini. Et des dirigeants qui veulent changer les règles pour éviter une nouvelle crise. En comparaison à ce que ça pourrait être dans l'avenir, la crise aujourd'hui, c'est un pique-nique. Crash, les dessous de la crise économique mondiale.
Le problème aujourd'hui, en Europe, c'est que cette question de l'endettement a débouché sur une politique de rigueur dans tous les pays, qui vient se greffer sur un climat politique délétère, avec la hausse de l'extrême droite, avec la hausse du chômage des jeunes, avec la hausse de la délinquance dans tous les pays européens. Le prix à payer pour cette explosion de la dette sociale est énorme. Et pour moi, la crise financière est quelque part le moment où Rome, pour revenir à la Rome ancienne, est finalement arrivée au point où elle était tellement corrompue, non éthique, que les barbares, entre guillemets, se sont emparés de Rome.